Mes parents m'ont traité de voleuse à Thanksgiving, jusqu'à ce que j'ouvre mon enveloppe devant 30 proches. Notre fille est une voleuse et nous en avons la preuve. C'est ce qu'a déclaré mon père, debout en bout de table à Thanksgiving, devant 30 proches, tenant une enveloppe blanche comme s'il s'agissait d'un verdict qu'il répétait depuis des semaines. Il l'a fait glisser sur la table vers moi, une convocation au tribunal. Chaque regard dans cette salle à manger était rivé sur mon visage. Ma mère pleurait déjà, son arme préférée, chargée et prête. J'ai regardé l'enveloppe, puis j'ai regardé mon père et j'ai souri. Parce que 4 mois plus tôt, j'avais engagé quelqu'un dont le métier est de retrouver l'argent qui disparaît. Et ce qu'ils ont trouvé n'a pas seulement blanchi mon nom, cela a fait voler en éclats un mensonge que mes parents construisaient depuis le jour où mon grand-père est mort. Avant de continuer, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez réellement lié à cette histoire. Indiquez votre localisation et l'heure locale dans les commentaires. Je m'appelle Walia. J'ai 32 ans et je suis infirmière diplômée dans une petite ville de Géorgie. Laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, à la semaine où mon grand-père, Earl Palmer, a été enterré. Mon grand-père, Earl Palmer, est mort un mardi de mars. Il avait 84 ans. Une pneumonie, ont-ils dit, vite arrivée, vers la fin. J'ai conduit 3 heures depuis mon appartement jusqu'au funérarium de Dawson, en Géorgie. Une population de 4000 habitants, à peu près. Le genre de ville où tout le monde connaît votre nom de jeune fille et votre code de crédit. J'y ai grandi. Mon grand-père m'a élevé pendant la moitié de mon enfance. Il m'a appris à lire, assise sur son porche. Il m'emmenait à la pêche chaque été au lac Blackshear jusqu'à mes 15 ans, quand j'ai commencé à me croire trop cool pour ça. Quand j'ai été accepté à l'école d'infirmière, il m'a envoyé une carte avec un chèque de $50. Sur la ligne mémo, il était écrit « Fier de toi, Ophi ». Mais durant les 3 dernières années de sa vie, je n'ai quasiment plus eu de nouvelles. J'appelais, il ne répondait pas. J'envoyais des lettres, des cartes d'anniversaire, des photos du travail, une note à Noël chaque décembre. Rien ne revenait. Pas de réponse, pas de courrier retourné non plus. Juste le silence. Je me disais qu'il vieillissait, peut-être qu'il était confus, peut-être en colère à cause de quelque chose que je ne me souvenais pas avoir fait. Aux funérailles, mon père, Gérald, s'est tenu devant la chapelle et a prononcé un éloge funèbre qui aurait pu gagner un prix. Des larmes aux yeux, la voix tremblante aux moments opportuns. Mon père était le plus grand homme que j'ai jamais connu, a-t-il dit en serrant le pupitre. J'étais assise au 3e rang. Personne ne m'avait demandé de m'asseoir plus près. Après le service, Gérald nous a rassemblés dans le couloir de l'église, moi, mon frère Nolan, quelques cousins. Il a redressé sa cravate et a dit, « Papa a tout laissé à moi. La maison, les économies, tout. » C'était son dernier souhait. Personne ne l'a interrogé. J'ai failli ne pas le faire non plus. Mais quelque chose dans sa façon de le dire, trop lisse, trop répété, me pesait sur la poitrine, comme un chiffre dans un dossier médical qui ne correspond pas au patient. Laissez-moi revenir 10 ans en arrière. J'avais 22 ans, je sortais tout juste de l'école d'infirmière, travaillant à mon premier poste à l'hôpital du comté. 12 heures de service, des pré-étudiants qui me menaçaient déjà. Je partageais un appartement avec une autre infirmière et je mangeais des burritos surgelés 3 soirs par semaine. Mon père m'a appelé un dimanche soir, disant qu'il avait besoin que je vienne à la maison. Quand je suis arrivé, il était assis à la table de la cuisine avec une pile de papier. Ma mère, Denise, était assise à côté de lui, les yeux déjà rouges. « Nous avons besoin de ton aide, chérie », a dit Gérald. « Juste ta signature. La banque a besoin d'un co-signataire pour l'hypothèque. C'est temporaire. 6 mois, peut-être moins. Ensuite, je refinance et ton nom disparaît. » Denise a épongé ses yeux. Nous pourrions perdre la maison, Walia. Alors, j'ai signé. 6 mois sont devenus 1 an. 1 an est devenu 5. 5 est devenu 10. Chaque fois que j'en parlais, la conversation était la même, « Papa, quand refinances-tu ? Mon crédit n'est pas encore bon. Tu veux qu'on se retrouve à la rue ? » Et ma mère pleurait chaque fois, comme une horloge. Voici ce que cette signature m'a coûté, je ne pouvais pas prétendre à ma propre hypothèque. Je ne pouvais pas obtenir de prêt automobile sans un taux d'intérêt brutal.
Ma cote de crédit oscillait entre 580 et 620 parce que Gérald était en retard sur les paiements, parfois 30 jours, parfois 60, sans jamais me le dire. Je l'ai découvert grâce à une alerte de surveillance de crédit à 2 heures du matin. 2 retards de 60 jours dont je n'avais aucune idée. Mon score avait chuté de 40 points en une nuit. Je l'ai appelé le lendemain. Il a dit, c'était difficile. J'ai géré. Il a géré avec mon nom. 2 semaines après les funérailles, j'ai assis Gérald à sa table de cuisine et j'ai dit simplement, « Papa, j'ai besoin que mon nom sorte de cette hypothèque cette année. » Pas de larmes, pas de cris, juste un fait. Gérald s'est penché en arrière. Ce n'est pas le moment, Walia. Je viens d'enterrer mon père. Je sais, et je suis désolé, mais cela fait 10 ans. Sa mâchoire s'est serrée. Tu veux que je refinance maintenant? Avec quel crédit? Tu penses que les banques attendent un retraité de 61 ans, ex-assureur? Alors vends la maison, prends plus petit. Je me fiche de comment, mais j'ai besoin de sortir de ce prêt. Il s'est levé si vite que la chaise a gratté le sol. Tu veux parler d'avocat? Tu veux poursuivre tes propres parents? Vas-y, regarde à quoi ça ressemble. Je n'avais rien dit à propos d'avocat. Il l'avait ajouté lui-même. Cette nuit-là, ma mère a passé 8 coups de fil. Je le sais parce que 4 parents différents m'ont appelé en 3 jours. Tante Marlène a écrit, « Tes parents t'ont élevé et c'est comme ça que tu les remercies? Honte à toi, Walia. » Ma cousine Megan a laissé un message vocal, et « J'ai entendu dire que tu menaces de prendre la maison de tes parents. » Qu'est-ce qui se passe? Le cousin de mon père, Danny, a appelé pour dire « La famille ne fait pas ça à la famille. » Chacun d'eux avait la même version de l'histoire, celle que Gérald et Denise leur servaient, Walia est ingrate. Walia veut prendre la maison. Walia se retourne contre ses propres parents juste après avoir perdu Earl. Personne n'a appelé pour demander ma version. Puis Gérald m'a appelé une dernière fois. Sa voix était plate, froide. Tu crois être la seule à pouvoir jouer à ce jeu. Ton grand-père a tout laissé à moi. Et si tu continues à insister, tout le monde saura ce que tu as fait avec son argent. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas touché un centime. Mais il était déjà en train de construire l'histoire. Je suis resté assise dans ma voiture devant l'hôpital après un service de nuit de 12 heures et j'ai fait le calcul au dos d'un ticket de pharmacie. Si Gérald arrêtait complètement de payer l'hypothèque, ce qu'il avait déjà menacé de faire lors de disputes, la banque nous poursuivrait tous les deux. Saisi. Mon crédit ne chuterait pas seulement, il s'effondrerait sous les 5 cents pendant des années. Certains hôpitaux vérifient le crédit des employés. Pas tous, mais certains. Le mien le faisait. Une saisie sur mon dossier pourrait entraîner une révision. Je pourrais perdre mon emploi, la seule chose stable que j'avais. Si je reprenais les paiements moi-même pour protéger mon crédit, soit $1 800 par mois avec un salaire d'infirmière dans une Géorgie rurale, je serais fauché en 18 mois. Je payais déjà mon loyer, mes prêts étudiants, l'assurance voiture, l'épicerie. Il n'y avait aucune marge. Et si je répliquais publiquement, Gérald avait déjà empoisonné le puits. Chaque tante, oncle et cousin croyaient que j'étais la fille ingrate essayant de voler le foyer de ses parents. Répliquer signifiait se battre seul. Puis j'ai consulté le compte hypothécaire en ligne. J'avais encore accès, depuis des années, quand Gérald m'avait demandé de surveiller les choses. C'est là que je l'ai vu, une nouvelle ligne, un retrait de capital immobilier, $40 000 retirés 3 mois avant la mort de grand-père Earl. Gérald n'avait pas seulement gardé mon nom sur l'hypothèque. Il avait utilisé ma cosignature pour emprunter davantage d'argent sur la maison sans me le dire, sans mon consentement. $40 000 que je n'avais jamais vus, jamais approuvés, désormais liés à mon nom. Je suis resté assise là longtemps. Le parking était vide. Le ticket était plein de chiffres qui ne collaient pas. Il ne m'avait pas seulement piégé. Il était retourné au piège et l'avait approfondi. Les rumeurs n'ont pas commencé dans un fracas. Elles ont commencé par des chuchotements. Gérald et Denise ont commencé à dire à la famille, avec désinvolture, comme si c'était une évidence, que j'avais pris de l'argent dans la maison de grand-père Earl avant sa mort. Elle est allée là-bas toute seule quelquefois vers la fin, disait Gérald aux gens. On a retrouvé le tiroir de la commode vide après. Des milliers de dollars envolés. Il n'y avait aucune preuve. Il n'y en avait pas besoin.
Dans une ville comme Dawson, la parole d'un père a du poids. Mon cousin Travis m'a appelé, et, oncle Gérald a dit que tu avais pris de l'argent dans la commode de grand-père. Quelques milliers. C'est quoi cette histoire? Ça n'est jamais arrivé, Travis. Ok, je te dis juste ce qu'il a dit. C'était le modèle. Personne ne m'accusait directement. Ils transmettaient juste ce qu'ils avaient entendu. Et chaque fois que je niais, je semblais plus défensive, ce qui me faisait paraître plus coupable. À l'église, le dimanche suivant, First Baptist, où ma famille allait depuis 30 ans, une femme nommée Madame Gentry m'a regardé droit dans les yeux, puis a tourné les talons et est allée de l'autre côté de la salle. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'avait pas à le faire. Au travail, une infirmière de mon unité m'a prise à part, tout va bien à la maison. J'ai entendu quelque chose de mon voisin à propos de ta famille et de problèmes juridiques. Cela fuyait dans ma vie professionnelle maintenant. C'est là que tout s'est éclairé. Gérald ne couvrait pas seulement ses traces. Il construisait un récit. Si quelqu'un remettait en question l'héritage, il voulait que toute la ville soit déjà prête à croire une chose, Walia est une voleuse. Mais il a glissé. Il a mentionné le tiroir de la commode. Spécifique? Trop spécifique? Comment savait-il que grand-père gardait de l'argent dans un tiroir de commode, à moins qu'il n'ait été lui-même dans ce tiroir? Je suis allé au palais de justice du comté lors de mon jour de congé. J'ai garé ma voiture, je suis entré avec mes blouses que je n'avais pas changées, car je sortais de mon service. La greffière au bureau des successions était une femme nommée Diane, avec des lunettes de lecture sur une chaîne de perles. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une copie du dossier de succession d'Earl James Palmer, décédé en mars de cette année. Quel est le lien de parenté, a-t-elle demandé. Petite fille? Elle n'a pas hésité. Les dossiers de succession sont publics. N'importe qui peut les demander. Elle a imprimé le dossier et me l'a tendu dans une pochette. Je me suis assise sur un banc dans le couloir et je l'ai ouvert. Le testament était là, celui que Gérald avait déposé, tapé à la machine, notarié, daté de 14 mois avant la mort de grand-père. Il disait, je lègue tous les biens réels et personnels à mon fils, Gérald Ray Palmer. Tout, la maison, les comptes d'épargne, tout. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai regardé la signature en bas, Earl James Palmer. J'avais vu l'écriture de mon grand-père des centaines de fois sur des cartes d'anniversaire, chaque année sur la ligne mémo de chaque chèque de Noël. Sur une note qu'il avait laissée dans ma boîte à lunch une fois, quand j'avais 9 ans, tu es plus intelligente que tu ne le penses, ouah. Son écriture était tremblante mais spécifique. Le « E » penchait toujours à gauche. Le « P » avait une longue queue. C'était aussi familier pour moi que la mienne. La signature sur ce testament était proche, mais ce n'était pas la sienne. Le « E » était trop droit. Le « P » trop court. Tout était trop soigné, comme quelqu'un essayant très fort de copier quelque chose qu'il n'avait vu que quelques fois. J'ai pris une photo de la signature avec mon téléphone. Mes mains étaient stables. Je n'étais plus triste. J'étais certaine. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé dans la barre de recherche « Expert comptable judiciaire près de chez moi ». L'appel est arrivé un mercredi soir. Je mangeais les restes de ma soupe quand le nom de Gérald a illuminé mon écran. J'ai failli ne pas répondre. Thanksgiving chez Marlène, a-t-il dit. Pas de bonjour. Tu viens. Je vais y réfléchir. Non, tu seras là et tu présenteras tes excuses. J'ai posé ma cuillère. Des excuses pour quoi? Pour ce que tu as volé devant tout le monde? Je n'ai rien volé, papa. Alors ça ne te dérangera pas de le prouver? Une pause. On se voit jeudi. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté debout dans ma cuisine, tenant le téléphone. La soupe a refroidi. Gérald ne m'invitait pas à dîner. Il construisait une salle d'audience. 20 minutes plus tard, ma mère a envoyé un SMS. Le message était long. 4 paragraphes avec son langage habituel, des mots comme « guérison »,« clôture » et « en famille ». La dernière ligne disait « Ton père veut juste résoudre cela en privé. Ne fais pas ça plus grand que nécessaire. » Privé devant 30 personnes. J'ai appris plus tard que Gérald avait appelé 10 parents supplémentaires, des gens qui normalement ne venaient pas à Thanksgiving.
des cousins éloignés, une grande-tante, la colocataire de fac de Denise. Il voulait la salle comble. Il voulait des témoins, pas des témoins de la vérité, des témoins de la performance. Cette nuit-là, je suis resté assise sur mon canapé à fixer le plafond. J'avais un choix. Je pouvais sauter Thanksgiving, rester chez moi, laisser Gérald raconter n'importe quelle histoire à une audience qui le croyait déjà, ou je pouvais entrer dans cette pièce et faire face à tout ce qu'il avait préparé. J'ai pensé à mon grand-père, aux 3 années de silence. Ce n'était pas du silence du tout. C'était du sabotage. J'ai répondu à Gérald par un seul mot, coming. Denise a appelé Nolan le lendemain. Je le sais parce que Nolan m'a appelé 1 heure plus tard, sonnant comme un homme debout sur un pont essayant de décider de quel côté sauter. Qu'est-ce qui se passe, Walia? Maman dit que tu as pris de l'argent à grand-père. Tu as déjà vu grand-père prendre quoi que ce soit? Nolan, m'as-tu déjà vu prendre quoi que ce soit? Jamais? Non, mais maman est très énervée. Maman est énervée parce que j'ai demandé à papa de refinancer l'hypothèque. C'est tout ce que c'est. Il est resté silencieux. Nolan avait 28 ans, électricien, vivait à 12 minutes de chez nos parents. Il m'avait vu porter cette hypothèque pendant une décennie sans me plaindre. Il savait ce que ça me coûtait. Il n'en parlait juste jamais parce que dans notre famille, on ne remettait pas Gérald en question. On absorbait et on avançait. Ils veulent que je sois de leur côté à Thanksgiving, a-t-il dit. Maman a dit que la famille doit être unie. Unie contre qui? Moi. Il n'a pas répondu. Je ne te demande pas de choisir un camp, Nolan. Juste garde les yeux ouverts. Plus de silence, puis doucement, je serai là, mais je ne ferai aucun discours. Je lui ai dit que ça suffisait. Nous avons raccroché, mais quelque chose m'est resté, la pause avant qu'il ne dise « non », quand je lui ai demandé s'il m'avait vu prendre quoi que ce soit. Ce n'était pas la pause de quelqu'un d'incertain de la réponse. C'était la pause de quelqu'un qui voulait dire quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd, et qui l'a ravalé. Je n'ai pas insisté. J'ai pensé que si Nolan avait quelque chose à me dire, il trouverait le moment. Je ne savais juste pas que le moment avait déjà 2 mois, enregistré dans son téléphone, dans une cuisine où il n'aurait jamais dû être. Linda Marsh avait un bureau au-dessus d'une quincaillerie à Cordelay. Expert comptable judiciaire, 15 ans d'expérience dans la recherche d'argent via des successions, divorces et fraudes. Je l'ai trouvée via Google à 2 heures du matin et j'ai pris rendez-vous avant de pouvoir me décourager. Elle était calme, cheveux gris, lunettes de lecture, un bureau couvert de dossiers. Elle n'a pas réagi quand je lui ai raconté l'histoire. Elle a juste pris des notes. 4 mois plus tard, 2 semaines avant Thanksgiving, j'étais de retour dans son bureau. Elle a placé un rapport relié sur la table entre nous. La signature sur le testament déposé ne correspond pas, a-t-elle dit. Je l'ai comparé à 17 autres documents vérifiés, déclaration fiscale, carte bancaire, un titre de véhicule. Ce n'est pas sa main. Tu es sûr? Je suis sûr. Elle a tourné la page vers la section financière. L'épargne d'Earl contenait 280 000 $ au moment de sa mort. La maison était estimée à environ 190 000. Valeur totale de la succession, environ 470 000. Après la clôture de la succession, Gérald a retiré 350 000 $ en plusieurs transactions. Linda avait cartographié chaque dollar. 120 000 payés pour les dettes de carte de crédit personnel de Gérald, 85 000 pour un prêt de camion, 60 000 transférés sur un compte au nom de Denise, 45 000 payés à un entrepreneur pour des rénovations, 40 000 retirés en liquide. Il a falsifié le testament, ai-je dit, et a pris 350 000 $. Linda a hoché la tête. Tu veux que je compile cela en un rapport formel? Parce qu'une fois que je le ferai, cela devient quelque chose que tu ne peux plus annuler. Je n'ai pas hésité. Fais-le. Elle a fermé le dossier. Je l'aurai prêt dans 10 jours. 10 jours. Cela ferait 3 jours avant Thanksgiving. 350 000 $. Ce n'était pas de la désespoir. C'était un plan. Mon grand-père mentionnait souvent sa sœur Ruth, généralement en passant. Ruth a plus de bon sens que le reste d'entre nous réunis, disait-il. Ruth Palmer, 74 ans, vivait seule dans une maison à Americus, à 40 minutes au sud.
Elle n'était pas venue à un dîner de famille depuis 9 ans, à la suite d'une dispute avec Gérald que personne n'expliquait et que tout le monde acceptait. J'ai trouvé son numéro dans le vieux carnet d'adresse de grand-père. J'ai appelé un jeudi soir. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Madame Palmer, ici Walia, la petite fille d'Earl. Un silence assez long pour que je pense avoir perdu la connexion, puis doucement, Earl m'a dit qu'un jour, tu appellerais. L'air a quitté mes poumons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ton grand-père m'a donné quelque chose il y a 3 ans. Il m'a dit de le garder en sécurité. Il a dit que si quelque chose allait mal après sa mort, tu viendrais chercher. Elle m'a invité chez elle ce samedi-là. Ruth m'a accueilli à la porte. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle m'a juste regardé pendant un long moment, puis m'a tendu une enveloppe jaunie. À l'intérieur, il y avait un testament manuscrit. L'écriture réelle d'Earl. Tremblante, penchée, indéniable. Témoignée par 2 voisins, daté de 5 ans avant sa mort. Le contenu était simple, tout divisé également parmi les 4 petits-enfants, Walia, Nolan, Travis et Megan. J'ai regardé Ruth. Gérald venait chez ton grand-père chaque semaine pendant ces 3 dernières années. Il disait à Earl que tu ne voulais plus le voir. Il disait que tu avais tourné la page. Mon grand-père n'avait pas arrêté de m'appeler. C'était Gérald qui l'avait arrêté. 2 semaines avant Thanksgiving, 22h14, le nom de Nolan sur mon écran, j'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-il dit. Sa voix était basse, précipitée. Ne me demande pas comment je sais. Ok? Il y a 2 mois, je suis allé à la maison pour prendre ma perceuse dans le garage. Je suis passé par la porte latérale. Maman et papa étaient dans la cuisine. Ils ne m'ont pas entendu arriver. Il a fait une pause, je pouvais l'entendre respirer. Papa disait, je vais te dire exactement ce qu'il a dit. Elle ne peut rien prouver. Le testament est déposé. C'est fait. J'ai serré le bord de mon coussin. Et puis maman a dit, mais si elle prend un avocat? Et papa a dit, alors on fera plus fort. On fera d'elle la méchante. Personne ne va la croire plutôt que nous. Silence aux 2 bouts. Nolan, dis-moi que tu as enregistré ça. J'ai appuyé sur enregistrer la seconde où je les ai entendus se disputer. J'ai tout. Il m'a envoyé le fichier audio pendant que nous étions encore au téléphone. Je l'ai lu. La voix de Gérald remplissait mon appartement, étouffée, minuscule, mais indéniable. Celle de Denise aussi. Chaque mot exactement comme Nolan l'avait décrit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé. Parce que j'avais peur, Walia. Ce sont mes parents aussi. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Je comprenais. La peur ne ressemble pas toujours à des mains qui tremblent. Parfois, elle ressemble à 2 mois de silence, portant un enregistrement sur son téléphone comme une grenade dont on ne sait pas comment se débarrasser. Merci, ai-je dit. Il fallait du cran. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas venir à Thanksgiving les mains vides. Le nom de l'avocat était Arlon Batt. Un petit bureau sur Main Street à Albany, mur lambrissé, un diplôme de l'université de Géorgie et une poignée de main qui signifiait quelque chose. J'ai tout étalé sur son bureau, le rapport judiciaire de Linda Marsh, le testament manuscrit de Tante Ruth, le dossier du tribunal et l'enregistrement audio de Nolan. Il a passé 40 minutes à lire. Il n'a pas dit un mot jusqu'à ce qu'il ait fini. Puis il a levé les yeux, c'est une fraude. Clair comme de l'eau de roche. Signature falsifiée, dépôt de succession falsifié, détournement d'actifs. Vous avez la légitimité pour contester le testament et déposer une plainte civile. Si le bureau du procureur s'en saisit, cela pourrait devenir pénal. Je ne poursuis personne. Pas encore. J'ai juste besoin d'être prête. Il a hoché la tête lentement. Prête pour quoi exactement? Mon père prévoit quelque chose pour Thanksgiving. Je ne sais pas quoi, mais je le connais. Il ne laissera pas cela passer en silence. Arlon a assemblé un paquet pour moi, un résumé des conclusions médico-légales, une copie certifiée du testament original et une impression des transferts de compte montrant où les 350 000 $ sont allés. Il a tout mis dans une grande enveloppe et l'a scellé. Si vous avez besoin d'utiliser cela, a-t-il dit, cela parle de soi-même. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac.
Ce soir-là, j'ai appelé tante Ruth, viendrais-tu à Thanksgiving chez Marlène? Silence. Je ne suis pas allé à un dîner de famille depuis 9 ans. Je sais. Une autre pause, pour Earl. J'y serai. J'ai raccroché et je suis resté assise sur le bord de mon lit. L'enveloppe était dans mon sac près de la porte. Si Gérald ne disait rien à Thanksgiving, elle y resterait, scellée, intacte. Mais je connaissais mon père. Le silence n'avait jamais été son style. Ok, j'ai besoin de marquer une pause ici. Cette partie n'est pas dans l'histoire. C'est juste moi qui vous parle, assise dans ce bureau d'avocat tenant cette enveloppe. J'ai failli reculer, failli la remettre sur son bureau en disant « oubliez ». Parce qu'une partie de moi, celle qui a passé 32 ans à être la fille de Gérald Palmer, voulait encore croire qu'il y avait une explication. Que peut-être j'avais tort. Mais voici ma question pour vous, si vous aviez la preuve entre vos mains, l'apporteriez-vous à Thanksgiving ou garderiez-vous la paix? Dites-le moi dans les commentaires. Très bien. Matin de Thanksgiving. La maison de tante Marlène se trouvait sur un terrain d'un demi-acre sur Pinewood Drive, un ranch blanc avec des volets noirs et un drapeau américain sur le porche. L'allée était déjà pleine quand je suis arrivé à 13h15. Camion, berline, une minivan avec un siège auto à l'arrière. Quelqu'un avait scotché des dindons papier sur la porte d'entrée. À l'intérieur, 3 longues tables poussaient ensemble au centre du salon, couvertes de nappes dépareillées. 32 couverts. L'odeur de la dinde rôtie et de la farce au pain de maïs m'a frappé avant même que je franchisse le pas de la porte. Je suis entré et la pièce a changé. Pas bruyamment, pas évidemment, mais je l'ai senti, une pause d'une demi-seconde dans la conversation. Quelques têtes qui se tournaient. Quelqu'un près de la cuisine m'a jeté un coup d'œil et a détourné le regard rapidement. Tout le monde ici avait entendu les rumeurs. Tout le monde avait déjà choisi son camp. Tante Marlène m'a serré dans ses bras à la porte, ravie de te voir, chérie. Mais ses bras étaient raides et elle m'a lâché un temps trop tôt. Gérald était assis en bout de table centrale, blazer marine, chemise repassée, habillé, ce qui était inhabituel pour Thanksgiving. Denise était à côté de lui dans un pull crème, les mains jointes, les yeux déjà brillants. Il ressemblait à un couple posant pour une photo d'annuaire d'église. Gérald m'a vu et a souri. Pas de chaleur, de la satisfaction. Le sourire d'un homme qui a déjà répété les 2 prochaines heures. Tante Ruth est arrivée 15 minutes plus tard. Elle est entrée par la porte latérale tranquillement et s'est assise à l'autre bout de la table. Personne ne l'a saluée. La plupart des cousins plus jeunes ne l'ont même pas reconnue. 9 ans, c'est long. Nolan était au milieu de la table, fixant son assiette vide comme si elle contenait les réponses à quelque chose. J'ai posé mon sac sous ma chaise. L'enveloppe pressée contre ma cheville. La dinde a été découpée. La prière a été dite, et Gérald a attendu. Nous étions à 20 minutes du repas quand Gérald a tapé son couteau contre son verre à eau. La pièce est devenue silencieuse par couches, les adultes d'abord, puis les ados, puis les enfants à la table pliante près de la fenêtre. Quelqu'un a baissé le volume du match de football à la télé. Gérald s'est levé. Il a posé ses 2 mains sur la table, s'est penché légèrement et a regardé autour de la salle comme un homme sur le point de prononcer un sermon. Avant de faire le tour et de dire ce pourquoi nous sommes reconnaissants, a-t-il commencé, je dois aborder quelque chose qui pèse sur cette famille. Mon pouls a grimpé, mais je n'ai pas bougé. Il a regardé Denise. Elle a épongé ses yeux avec une serviette, pile comme prévu. La plupart d'entre vous ont entendu les rumeurs, a poursuivi Gérald. J'aurais aimé ne pas avoir à faire cela publiquement. Croyez-moi, Denise et moi avons essayé de le gérer en privé, mais notre fille ne nous a laissé aucun choix. Il a fait une pause pour les faits. Quelques parents se sont agités sur leur siège. Oncle Danny a posé sa fourchette. Après le départ de mon père, nous avons découvert qu'une somme importante d'argent manquait de ses comptes. Nous avons cherché. Nous avons retracé. Et la preuve pointe vers une personne dans cette salle. Il s'est tourné vers moi. 32 visages ont suivi son regard. Notre fille Walia est une voleuse. Sa voix n'a pas vacillé. Et nous avons la preuve. La salle a retenu son souffle. La main de tante Marlène est allée à sa bouche. La cousine Megan m'a fixé, les yeux grands ouverts.
Une grande tante que je connaissais à peine a murmuré à la femme à côté d'elle, « Oh mon Dieu !» Les pleurs de Denise sont devenus plus forts, parfaitement minutés, parfaitement lancés. Gérald se tenait au-dessus de moi comme un juge prononçant une peine, et la salle entière attendait que je m'effondre. Je ne l'ai pas fait. J'ai croisé mes mains sur la table et je l'ai regardé dans les yeux. Gérald a glissé la main dans la poche intérieure de son blazer et a sorti une enveloppe blanche, nette, d'apparence officielle. Il a marché lentement autour de la table, devant oncle Danny, devant le cousin Travis, devant tante Marlène, jusqu'à se tenir juste à côté de ma chaise. Il a posé l'enveloppe devant moi. C'est une convocation au tribunal, a-t-il dit assez fort pour chaque personne dans la pièce. Nous vous poursuivons pour le retour de l'argent de notre père. Je l'ai ramassé. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre les enfants chuchoter à la table pliante. J'ai ouvert le rabat et j'ai sorti le document à l'intérieur. Il semblait réel au premier regard, un en-tête avec le nom du tribunal, une date, une ligne d'accusé avec mon nom légal complet, une signature en bas de quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. Mais j'avais passé 4 mois assis en face d'un avocat. Je savais à quoi ressemblait une vraie convocation. Celle-ci n'avait pas de numéro de dossier, pas de tampon de greffier. La police était mauvaise, trop propre, trop uniforme. Elle était imprimée sur du papier à copier normal, pas du papier officiel. C'était un faux. Gérald avait fait faire cela pour me faire peur devant 32 témoins. J'ai regardé le document, puis je l'ai posé doucement à côté de mon assiette. Oncle Danny s'est penché, « Gérald, si tu as besoin de soutien juridique, je connais un bon avocat. » La femme d'un cousin secouait la tête. Tante Marlène semblait vouloir pleurer. Denise continuait. De vraies larmes maintenant, mélangées aux larmes de performance, impossible de les distinguer. Gérald a croisé les bras et a attendu. Il s'attendait à ce que je nie, que je pleure, que je supplie, que je parte en trombe. C'était le script. C'était la version de moi qu'il avait vendue à tout le monde dans cette salle. J'ai levé les yeux vers lui. « Tu as fini ?» Je me suis levé lentement. Pas pressé. J'ai lissé la serviette sur la table à côté de mon assiette comme si je finissais un repas au restaurant. Chaque personne dans cette salle regardait. Le match de football était en sourdine maintenant. Même les enfants étaient devenus silencieux. Je veux que tout le monde ici se souvienne de quelque chose, ai-je dit. Ma voix était stable. Je ne jouais pas. J'avais dépassé cela. Je n'ai pas commencé ça. Papa l'a fait. Je me suis tourné pour faire face à Gérald directement. Donc, je vais te poser une question, papa, devant tout le monde, et je veux une réponse claire. Le menton de Gérald s'est levé, provocateur, toujours en contrôle, ou du moins il le croyait. Grand-père Earl a-t-il écrit ce testament? Bien sûr qu'il l'a fait. Tu es sûr? Ses yeux se sont rétrécis. Tu traites ton père de menteur devant toute ma famille. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé la question flotter dans l'air comme de la fumée. Puis je me suis penché et j'ai tendu la main sous ma chaise. Mes doigts ont trouvé le sac. À l'intérieur, l'enveloppe Kraft, lourde, scellée, fruit de 4 mois de travail. Je l'ai posée sur la table juste à côté de sa fausse convocation. La salle n'a pas bougé. Gérald a fixé l'enveloppe. Elle était épaisse. Elle était réelle. Et pour la première fois de toute la soirée, quelque chose a basculé derrière ses yeux. Un battement rapide comme une bougie prise dans un courant d'air. Je l'ai regardé. Amusant, ai-je dit. Moi aussi. Personne n'a parlé. Le sourire de Gérald avait disparu. Pas lentement. D'un coup, comme si quelqu'un avait atteint l'intérieur de son visage et l'avait arraché. J'ai décellé l'enveloppe. Denise a arrêté de pleurer et 32 personnes se sont penchées en avant. J'ai sorti la première page de l'enveloppe et je l'ai tenue en l'air. Ceci, ai-je dit, est une comparaison côte à côte de la signature sur le testament déposé en succession par papa et 17 signatures vérifiées de grand-père Earl. Déclaration fiscale, documents bancaires, titre de véhicule, tout confirmé comme authentique. J'ai passé la page à tante Marlène, qui était la plus proche. Elle a mis ses lunettes de lecture. La colonne de gauche montrait la signature du testament de Gérald. Celle de droite montrait l'écriture réelle d'Earl. 17 échantillons,
tous cohérents. Le E, penché, le P, à longue queue, la façon dont sa main tremblait plus ces dernières années mais gardait le même rythme. La signature sur le testament de Gérald était rigide, droite, prudente. Une copie faite par quelqu'un essayant trop fort. Les lèvres de Marlène se sont entr'ouvertes. Elle a levé les yeux vers Gérald, puis a regardé la page, puis l'a passée à oncle Danny sans un mot. Un expert comptable judiciaire a examiné ces échantillons, ai-je dit. Sa conclusion professionnelle est que la signature sur le testament déposé est falsifiée. C'est un mensonge. La voix de Gérald est sortie plus forte qu'il ne l'avait voulu. Quelques personnes ont tressailli. Tu as payé quelqu'un pour fabriquer ça. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne demande à personne de me croire, ai-je dit. Je vous demande de regarder. La page a descendu la table, personne par personne. J'ai regardé leur visage changer, confusion, puis reconnaissance, puis quelque chose de plus dur. Oncle Danny a tenu la page à la lumière et a secoué la tête lentement. Travis l'a fixée longtemps, puis l'a posée et l'a poussée vers la personne suivante sans regarder Gérald. Denise n'avait pas touché sa serviette depuis 2 minutes. Elle regardait Gérald, non pas avec tristesse, mais avec peur. J'ai cherché dans l'enveloppe le deuxième document. J'ai sorti une seule page manuscrite, jaunie, froissée, familière d'une manière qui m'a serré la gorge. C'est le vrai testament de grand-père Earl, ai-je dit. Écrit de sa propre main, témoigné par 2 voisins, daté de 5 ans avant sa mort. J'ai lu la ligne clé à voix haute, je lègue tous les biens réels et personnels pour être divisés également entre mes 4 petits-enfants, Walia, Nolan, Travis et Megan. Pas Gérald, pas son fils, ses petits-enfants. Gérald a reculé d'un pas. Où as-tu eu ça? Ce n'est pas. Ce n'est pas légitime. Et puis tante Ruth s'est levée. Elle était assise à l'autre bout de la table, si silencieuse que la plupart des gens avaient oublié qu'elle était là. Elle avait 74 ans, petite, cheveux argentés, portant une robe d'église qu'elle n'avait probablement pas portée depuis des années. La salle s'est tournée. Earl me l'a donné, a dit Ruth. Sa voix était mince mais claire. Il y a 3 ans, il m'a assise à ma table de cuisine, m'a tendu cette enveloppe et a dit, garde ça en sécurité, Ruth, parce que je ne fais pas confiance à mon propre fils. Personne n'a respiré. Gérald, Ruth, tu ne connais pas ce que ton. Je n'ai pas fini. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Gérald allait chez ton grand-père chaque semaine pendant ces 3 dernières années. Il a dit à Earl qu'Walia ne voulait plus le voir. Il a dit qu'elle avait tourné la page. Il a coupé les appels téléphoniques, renvoyé les lettres. Elle m'a regardé. Earl est mort en pensant que sa petite-fille l'avait oublié. J'ai senti la pièce basculer, non pas vers moi, non pas vers Gérald, mais vers quelque chose auquel aucun d'eux n'était préparé. Le silence qui a suivi n'était pas de la confusion. C'était le son de 32 personnes recalculant tout ce qu'on leur avait raconté. Le visage de Gérald était blanc. Sa bouche s'ouvrait. Rien ne sortait. Denise a murmuré à personne, « Oh, mon Dieu !» J'ai sorti la dernière page de l'enveloppe. Après la clôture de la succession, papa a retiré 350 000 $ des comptes de grand-père. J'ai tenu la feuille pour que la salle puisse voir les colonnes. Voici où chaque dollar est allé. Je l'ai lu lentement. Pas d'émotion, juste des chiffres. 120 000, dette personnelle de papa. 85 000, près de son camion. 60 000, transférés sur un compte au nom de maman. 45 000, payés à un entrepreneur pour des rénovations sur leur maison. 40 000, retirés en liquide. Destination inconnue. J'ai posé la page. C'est 350 000 $ qui appartenaient à 4 petits-enfants, pas à un seul fils. Gérald a saisi le dossier de sa chaise. C'est l'argent de mon père. Il me l'a légué légalement. Non, papa. J'ai gardé ma voix égale. Il nous l'a légué. À nous 4. Tu as falsifié son testament pour le prendre. La salle était si calme que je pouvais entendre l'horloge sur le manteau de cheminée de Marlène tic-taquer. Quelqu'un à l'autre bout de la table, je crois que c'était la femme de Danny, a posé son verre et a poussé sa chaise en arrière lentement, comme si elle essayait de partir sans faire de bruit. Travis fixait la nappe, la mâchoire serrée.
Mégane avait la main sur sa bouche. Tante Marlène a ramassé sa serviette, l'a pliée une fois, l'a placée à côté de son assiette et a poussé sa chaise. Elle ne s'est pas levée. Elle s'est juste séparée. Quelques pouces de distance, qui signifiait tout. Oncle Danny, le même homme qui, 5 minutes plus tôt, offrait un avocat à Gérald, s'est tourné sur son siège. Gérald, sa voix était prudente, est-ce vrai? Gérald l'a regardé, puis Marlène, puis Denise, qui avait arrêté de pleurer et fixait la table comme si elle pouvait s'ouvrir et l'avaler. Il n'a pas répondu. Le regard de Gérald a balayé la salle, cherchant quelqu'un. Quiconque était encore de son côté. Il n'a trouvé personne. Elle vous manipule tous. Sa voix a craqué sur le deuxième mot. Ce sont des fabrications. Elle a payé des gens pour. Alors explique l'argent, papa. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas besoin. 350 000 $. Où sont-ils allés? Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau. Rien. C'est là que Nolan s'est levé. Chaque tête dans la salle s'est tournée. Nolan, 28 ans, calme, celui qui ne prenait jamais parti, se tenait au milieu de la table avec son téléphone à la main. Je les ai entendus, a-t-il dit. Sa voix était tendue, comme s'il la tenait ensemble avec ses 2 poings. Il y a 2 mois, dans la cuisine. Il ne savait pas que j'étais dans le garage. Il a regardé Gérald, puis Denise. Papa disait, elle ne peut rien prouver. Le testament est déposé. C'est fait. Gérald, Nolan, non. Et maman a dit, mais si elle prend un avocat? Et papa a dit, alors on fera plus fort. On fera d'elle la méchante. Personne ne va la croire plutôt que nous. Nolan a tapé sur l'écran de son téléphone et l'a posé sur la table. La voix de Gérald a rempli la pièce, étouffée, enregistrée à travers un mur de garage, mais chaque mot assez clair pour atterrir. Elle ne peut rien prouver. Le testament est déposé. C'est fait. Puis la voix de Denise, mais si elle prend un avocat? Puis Gérald encore, alors on fera plus fort. On fera d'elle la méchante. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence qui a suivi était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Gérald s'est assis lourdement, comme si les os de ses jambes avaient abandonné. Denise a murmuré à peine au-dessus d'un souffle, « Je t'avais dit que ça arriverait. » Pas de chagrin, pas de honte, de la colère dirigée vers Gérald. Elle savait. Elle l'avait prévenu. Et maintenant la salle savait qu'elle savait, aussi. Je veux être honnête avec vous ici. Debout dans cette pièce, regardant le visage de mon père s'effondrer, je n'ai pas ressenti de victoire. Je me suis senti vide, parce que ce n'était pas un drame judiciaire. C'était Thanksgiving. C'était des gens que j'avais aimés toute ma vie. Mais j'ai appris quelque chose ce jour-là, l'amour ne signifie pas laisser quelqu'un vous démanteler. Et le silence n'est pas la paix. C'est juste de la permission. Petite question pour vous, pensez-vous que Nolan a bien fait d'attendre 2 mois? Ou aurait-il dû me le dire le jour où il l'a entendu? Je suis vraiment curieuse. Laissez votre avis ci-dessous. Très bien, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après ce dîner. Personne n'a mangé de dessert. Les gens sont partis par vagues. D'abord le cercle extérieur des parents éloignés, puis les cousins, puis les oncles. La plupart n'ont pas dit au revoir à Gérald. Ils ont juste pris leur manteau et sont sortis. Quelques-uns m'ont serré dans leurs bras sur le porche. Travis m'a serré la main et a dit, on parlera cette semaine. Mégane m'a trouvé près de l'allée, si ce testament est réel, et je pense qu'il l'est, nous avons tous été volés, nous 4. Je sais, ai-je dit. Je ne dis à personne quoi faire, mais le rapport judiciaire est autant le vôtre que le mien. Je veux une copie. Je l'enverrai demain. En une semaine, Travis et Mégane avaient engagé leur propre avocat. Ils ont déposé une pétition au tribunal des successions pour rouvrir la succession d'Earl Palmer sur la base de preuves de falsification de signature et de l'existence d'un testament valide antérieur. Je n'étais pas celle qui a déposé la demande. Les cousins ont pris cette décision eux-mêmes. Je leur ai donné l'information. Ils ont agi. Il y a une différence, et elle compte pour moi. L'avocat a aussi examiné la fausse convocation de Gérald, celle qu'il avait fait glisser sur la table comme une grenade dégoupillée,
sans numéro de dossier, sans tampon, non enregistré dans aucun tribunal de l'État de Géorgie. C'était du papier imprimé dans une enveloppe blanche, un accessoire. L'avocat de Travis a été direct, votre père a essayé de vous intimider avec un document qui a le poids juridique d'un menu de restaurant. Gérald n'avait rien déposé. Il avait mis en scène une performance avec un bout de papier qui n'aurait pas survécu 10 secondes devant un juge. Il avait essayé de me faire peur pour me faire taire en utilisant un faux, mais la vraie paperasse, celle qui tient réellement debout, elle était dans mon enveloppe. Arlon Batt a envoyé une lettre certifiée à Gérald Palmer un lundi, 9 jours après Thanksgiving. La lettre était directe, Walia Palmer exige que Gérald Palmer refinance l'hypothèque sur la propriété au 412 Talmadge Road et retire son nom comme co-signataire dans les 60 jours civils. Le non-respect entraînera une poursuite civile pour dommages liés à l'utilisation non autorisée de sa co-signature, incluant le retrait de capital immobilier de $40 000 auquel elle n'a jamais consenti. Gérald, faisant maintenant face à une contestation successorale de 3 petits-enfants, une exposition pénale potentielle et l'évaporation complète de sa réputation dans une ville où tout le monde savait maintenant ce qu'il avait fait, ne s'est pas battu. Il a refinancé en 5 semaines. J'ai reçu la notification de la banque un mercredi après-midi. J'étais assise dans la salle de repos de l'hôpital à manger une barre de céréales entre 2 patients quand mon téléphone a vibré. L'email était court, mon nom avait été retiré de l'hypothèque, avec effet immédiat. Je suis restée assise là longtemps. Un collègue m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Puis je suis sortie jusqu'à ma voiture sur le parking, je me suis assise au siège conducteur, moteur éteint, et j'ai pleuré. Non de joie. Pas exactement. Du relâchement de quelque chose que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié que c'était lourd. 10 ans de dette de quelqu'un d'autre attaché à mon nom. 10 ans d'appels à propos de refinancement qui n'arrivaient jamais. 10 ans à regarder ma cote de crédit chuter parce qu'un homme qui s'appelait mon père ne pouvait pas prendre la peine de payer à temps. Parti en 5 semaines. J'ai ouvert mon rapport de crédit sur mon téléphone. Il avait déjà commencé à grimper. 640, puis 680. Le banquier m'a dit qu'il atteindrait 710 en 6 mois. Pas parfait, mais le mien. Tante Ruth m'a appelé une semaine avant Noël, passe samedi. J'ai quelque chose pour toi. Je suis allé à Americus par une matinée grise de décembre. La maison de Ruth sentait le café et le cèdre. Elle était assise à la table de la cuisine avec une boîte à chaussures devant elle, ils sont à toi, a-t-elle dit. Earl voulait que tu les aies. À l'intérieur de la boîte, des lettres, 11 d'entre elles. Écrites par mon grand-père au cours des 3 dernières années de sa vie. Il me les avait écrites, une tous les quelques mois, et les avait postées à Ruth parce qu'il savait que Gérald interceptait tout ce qui allait à mon adresse ou mon téléphone. J'ai ouvert la première. L'écriture était tremblante, le papier froissé. Daté de 3 ans avant sa mort, Ophi, ton papa m'a dit que tu ne voulais plus me voir. Je ne le crois pas. Mais si c'est vrai, je veux que tu saches que je ne suis pas en colère. Tu me manques juste. J'ai ouvert la dernière, écrite 2 mois avant sa mort, je laisse la maison et les économies à vous, les enfants. Tous les 4. Si ton père fait quelque chose de différent, trouve Ruth. Elle a le vrai. Je t'aime, Ophi. Je t'ai toujours aimé. J'ai posé la lettre sur la table de cuisine de Ruth et j'ai appuyé mes paumes à plat contre le bois. Le grain était froid sous mes doigts. Je me suis concentré sur cela, le froid, la texture, parce que si je ne manquerais pas à quelque chose de physique, j'allais me dissoudre. Il n'avait jamais arrêté de m'écrire. Pendant 3 ans, il a écrit des lettres qu'il savait que je ne recevrais jamais, et a envoyé des copies à la seule personne en qui il avait confiance pour détenir la vérité. Ruth m'a servi une tasse de café. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Il ne m'a pas laissé d'argent. Il m'a laissé la preuve qu'il n'avait jamais abandonné. Dans une petite ville, vous n'avez pas besoin d'une conférence de presse. Vous avez juste besoin d'un dîner de Thanksgiving. Dès la première semaine de décembre, chaque famille de notre cercle et la plupart de la congrégation de First Baptist savaient ce que Gérald et Denise avaient fait. Pas parce que je l'ai dit. Je n'avais pas à le faire. 32 personnes étaient assises dans cette salle. Au moins la moitié est rentrée chez elle et l'a dit à quelqu'un. Ces personnes l'ont dit à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche à Dawson. Gérald et Denise ont arrêté d'être invités aux choses. Pas de fête de Noël chez les Gentry.
Pas de repas partagé du Nouvel An à la salle paroissiale. Tante Marlène, la propre sœur de Denise, l'a appelé 3 jours après Thanksgiving. Je ne sais pas exactement ce que vous avez fait, mais ne m'appelez pas pendant un moment. J'ai besoin de temps. Denise a essayé de poster une mise à jour familiale sur Facebook, quelque chose à propos de fausses accusations et d'un malentendu familial exagéré. En 1 heure, Travis a commenté avec un lien vers le dossier public de succession. Denise a supprimé le post à l'heure du dîner. À l'église, Gérald a serré la main du pasteur après le service comme il le faisait toujours, mais les gens qui s'attardaient pour discuter passaient rapidement. Personne n'était impoli. Personne ne l'a confronté. Ils ont juste raccourci les choses. Moins de mots, moins de contact visuel. L'arithmétique invisible d'une petite ville ajustant son registre. Madame Gentry, la femme qui m'avait tourné le dos, m'a trouvé sur le parking de l'épicerie un samedi. Elle a touché mon bras et a dit « Je te dois des excuses, chérie. » J'ai cru la mauvaise personne. Je lui ai dit que je comprenais, parce que c'était vrai. Personne n'a banni Gérald et Denise. Personne n'avait à le faire. Dans une petite ville, le silence est la sentence la plus forte. Le tribunal des successions a accepté la pétition pour rouvrir la succession d'Earl Palmer en janvier. Cela a avancé plus vite que je ne l'espérais. Le juge a examiné l'analyse médico-légale de la signature, le testament original manuscrit avec 2 témoins vivants, et les dossiers financiers montrant les $350 000 de versement. Elle a nommé un expert indépendant en écriture pour évaluer les signatures. La conclusion de l'expert correspondait à celle de Linda Marsh, la signature sur le testament déposé n'était pas celle d'Earl Palmer. Avec le dossier rouvert, Gérald faisait face à 2 trajectoires de conséquences. La première était civile, le tribunal ordonnerait la redistribution des actifs de la succession selon le testament original, 4 petits-enfants, parts égales. La seconde était criminelle, falsifier un testament en Géorgie est un crime, une fraude successorale. Le bureau du procureur a ouvert une étude préliminaire. Pas d'inculpation encore, ces choses prennent du temps, mais le dossier était ouvert et la preuve claire. L'avocat de Gérald lui a conseillé de négocier. Gérald n'avait plus beaucoup de levier. La maison sur la propriété d'Earl, celle qu'il avait été si désespéré de garder, a dû être mise en vente. Les fonds, combinés à ce qui restait dans les comptes, seraient redistribués. Après les frais juridiques, chaque petit enfant a reçu environ $82 000. Pas une fortune qui change la vie, mais pas rien non plus. Travis a utilisé sa part pour payer son camion. Meghan a mis la sienne dans le fonds d'études de sa fille. Nolan n'avait pas encore décidé. J'ai gardé la mienne sur un compte d'épargne et n'y ai pas touché pendant 2 mois. Je voulais m'assurer que ça semblait propre avant de dépenser $1, que ce n'était pas de l'argent de colère ou de vengeance, juste ce qu'Earl avait prévu, une part de ce qu'il avait construit, transmise aux gens qu'il aimait. Gérald a dépensé $350 000 en essayant de vivre une vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Cela lui a coûté tout ce qui lui restait. Nolan m'a appelé la semaine après Thanksgiving. C'était la première fois en des années qu'il appelait sans que ce soit à propos de nos parents. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, a-t-il dit. Tu me l'as dit quand ça comptait. Ça suffit. Nous avons commencé à nous rencontrer chaque dimanche matin dans un dîner sur la route 19, un petit endroit appelé Miliès avec des cabines en vinyle craquelé et du café à volonté. Nous nous asseyions pendant 1 heure, parfois 2. Nous parlions travail, météo, de rien. Et lentement, très lentement, nous avons parlé de tout le reste. Nolan m'a dit que Gérald avait essayé de lui faire co-signer un prêt personnel il y a 2 ans. Il avait refusé. Gérald avait arrêté de lui parler pendant 4 mois après cela. Juste gelé. Pas d'appel, pas de visite, pas de reconnaissance lors d'événements familiaux. Je pensais avoir fait quelque chose de mal, a dit Nolan en remuant son café. Il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était une punition. Je lui ai parlé des lettres, de la façon dont grand-père Earl m'écrivait pendant 3 ans par tante Ruth, de la façon dont Gérald avait dit à Earl que je ne voulais plus le voir. Nolan a fixé la table, il nous a montés l'un contre l'autre. Toute notre vie. Je sais. Il nous a gardés séparés pour qu'aucun de nous ne compare les notes. Je sais ça aussi. Nous sommes restés assis là longtemps, sans parler, juste assis dans la même cabine, buvant le même café. C'était le silence le plus confortable que j'avais eu avec une autre personne en des années.
Nous n'avons pas perdu nos parents ce Thanksgiving-là. Nous les avions perdus bien avant. Nous n'avions juste pas encore le langage pour ça. Ce que nous avons trouvé, assis l'un en face de l'autre dans un dîner les dimanches matins, c'était quelque chose que nous n'avions pas eu depuis que nous étions gamins, l'un l'autre. 2 mois après Thanksgiving, mon téléphone a sonné à 8 heures du matin. Le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose à propos de l'heure. Denise n'appelait jamais avant 10 heures. Cela m'a fait décrocher. Je sais que tu ne nous pardonneras pas, a dit sa voix. Plate. Pas de larmes, pas de performance. Pour la première fois de ma vie, ma mère semblait parler sans script. Je veux juste que tu saches que je ne voulais pas que ça aille si loin. Je me suis appuyé contre mon comptoir de cuisine. Mais tu l'as laissé faire, maman, à chaque étape. Je sais. Tu as appelé 8 parents et leur as dit que j'étais une voleuse. Tu t'es assise à côté de papa pendant qu'il agitait une fausse convocation devant notre famille. Tu l'as aidé à me couper de mon propre grand-père. Silence assez long pour que je vérifie si l'appel n'avait pas coupé. Puis, doucement, j'avais peur de perdre la maison. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est ce que c'était. Je l'ai cru, non pas parce que cela excusait quoi que ce soit. Ça ne l'excusait pas, mais parce que j'avais déjà vu cette peur. Denise Palmer avait passé 35 ans mariée à un homme qui faisait ressembler chaque crise au bord d'une falaise. Elle avait peur. Elle avait tort. Les deux choses étaient vraies. J'ai besoin d'espace, maman, ai-je dit. Beaucoup. Ne m'appelle pas pendant un moment. Elle a dit, ok. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas pleuré. Gérald n'a jamais appelé. Pas une fois. Pas de texte, pas de lettre, pas de message via un parent. Pour la première fois en 61 ans, Gérald Palmer n'avait rien à dire à personne. Je ne sais pas si son silence était de la culpabilité, de la honte ou juste l'absence d'un plan. J'ai passé beaucoup de temps à me le demander. Puis j'ai arrêté. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai juste arrêté de la tenir ouverte. 4 mois après Thanksgiving, j'ai acheté une maison. Rien de fantaisiste. Une petite maison de 2 chambres sur Elm Street, à un demi-mile de l'hôpital. Bardage blanc, porte verte, un porche juste assez large pour 2 chaises, 900 pieds carrés, construite en 1978. J'ai déposé l'argent de la succession de grand-père Earl, 82 000 $, et j'ai qualifié pour le reste sur mon propre crédit. Mon score avait grimpé à 709 d'ici là. Le responsable de prêt m'a serré la main et a dit « Félicitations, mademoiselle Palmer ». Pas de co-signataire, pas de second nom sur les papiers, juste le mien. La première nuit, je suis resté assise sur le sol du salon avec une boîte à pizza et un verre de thé glacé, regardant les murs nus. Pas encore de meubles, pas de rideaux, juste une moquette propre et le ronronnement d'un réfrigérateur acheté sur Craigslist. J'ai accroché une chose cette nuit-là, une photo encadrée de grand-père Earl debout au lac Blackshear avec une canne à pêche dans une main et un sourire si large qu'on pouvait compter chacune de ses dents restantes. Je l'ai posée sur un clou au-dessus de la cheminée et j'ai reculé. Pas mal, grand-père, ai-je dit à la pièce vide. Le matin suivant, je suis allé travailler à l'hôpital. Même service, même blouse, même parking où j'avais autrefois été assise, calculant combien de temps avant que la dette de mon père ne m'écrase. Le calcul était différent maintenant. Le loyer était une hypothèque, mon hypothèque, et les chiffres fonctionnaient. Ils fonctionnaient enfin. Je rends visite à tante Ruth chaque samedi. Elle prépare le café. J'apporte un 4/4 de la boulangerie de Main Street. Nous parlons d'Earl, le vrai Earl, pas la version de Gérald. Elle m'a montré des photos que je n'avais jamais vues, Earl à 20 ans en uniforme, Earl à 50 ans, construisant la maison que Gérald volerait plus tard. La maison est petite, 900 pieds carrés. Mais chaque pouce en est à moi. Je ne vous raconte pas cette histoire parce que je me crois courageuse. Je la raconte parce que pendant 10 ans, j'ai pensé que l'endurance était la même chose que l'amour. J'ai pensé que dire oui à tout ce que mes parents demandaient, même quand ça faisait mal, même quand ça me coûtait, était ce qu'une bonne fille fait. J'avais tort. Une limite n'est pas un mur. C'est une porte. Vous choisissez qui peut la franchir, et vous choisissez quand elle se ferme. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'architecture. Si vous êtes dans une situation comme la mienne,
si quelqu'un dans votre famille utilise l'amour comme monnaie, échangeant l'affection contre la conformité, vous faisant vous sentir coupable de vous protéger, je veux que vous entendiez ceci, dire non ne vous rend pas ingrate. Cela ne vous rend pas froide ou égoïste ou n'importe quel mot qu'ils utilisent quand ils perdent leur emprise. Cela fait de vous quelqu'un qui a décidé que sa propre vie compte. Et si vous avez des grands-parents qui sont toujours là, appelez-les. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Ne laissez personne d'autre contrôler cette relation. Ne laissez personne d'autre décider de ce que votre grand-parent sait de vous ou de ce que vous savez de lui. J'ai perdu 3 ans avec un homme qui m'aimait parce que mon père a décidé que je ne méritais pas de le savoir. Je ne peux pas récupérer ces années. Aucune somme d'argent ne répare ça. Est-ce que j'aime encore mes parents? Oui. Je le porte comme on porte une cicatrice. Cela fait partie de vous. Cela vous façonne. Mais vous ne le laissez pas dicter où vous marchez. Je m'aime juste plus maintenant. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une trahison. C'est le strict minimum qu'il m'a fallu 32 ans pour apprendre. Je n'ai pas gagné une guerre. J'ai juste arrêté d'être une victime. Voici où les choses en sont aujourd'hui, le dossier de succession est toujours en cours devant le tribunal. Gérald n'a pas été accusé au pénal. Le bureau du procureur examine les preuves, et ces choses bougent lentement dans la Géorgie rurale. Je ne pousse pas pour cela. Si ça arrive, ça arrive. J'ai remis ce que j'avais et le système fera ce que le système fait. Gérald et Denise vivent toujours dans la maison de Talmadge Road. Ils l'ont refinancée. Mon nom est parti, mais la maison semble plus petite maintenant, j'imagine. Moins de gens passent, moins d'appels auxquels répondre. Le monde qu'ils ont construit avec de l'argent emprunté et une confiance empruntée s'est contracté à la taille d'une table de cuisine pour 2. Nolan est passé le week-end dernier pour m'aider à peindre le salon. Il a apporté une pizza au pepperoni et 2 boîtes d'après. On a mis plus de peinture sur nous que sur les murs, mais on a fini. Nous sommes restés assis sur la bâche après, mangeant de la pizza froide et ne parlant pas de nos parents. Nous n'avons plus besoin de le faire. Tante Ruth m'a envoyé quelque chose la semaine dernière, une photographie que je n'avais jamais vue. Earl me tenant quand j'avais 3 ans à ce qui ressemble à un pique-nique du 4 juillet. Il rit. Je tiens un cierge magique à 2 mains. Au dos, de son écriture, Ophi, grand-père est fier de toi. Je l'ai scotché au réfrigérateur juste à côté de ma licence d'infirmière. Mon père a essayé de réécrire l'histoire de mon grand-père. Il a falsifié une signature, volé un héritage et réduit au silence les souhaits d'un homme mourant. Il a failli réécrire la mienne aussi. Mais la vérité, comme une vraie signature, ne peut être falsifiée. Pas quand les bonnes personnes gardent l'original en sécurité. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si cela vous touche de près, si vous avez déjà dû choisir entre garder la paix et garder votre dignité, j'adorerais avoir de vos nouvelles. Que auriez-vous fait à cette table de Thanksgiving? Que auriez-vous dit? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez une autre histoire comme celle-ci, il y en a une dans la description que je pense restera avec vous tout aussi longtemps. Likez, abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine.